Anne, j'ai 63 ans. Oui, je pars en retraite dans 15 jours après 46 ans d'activité essentiellement dans les ressources humaines, psychologue de formation. Je suis l'aînée de 5 filles et aujourd'hui je suis veuve et j'ai une fille qui a 23 ans et c'est, je dirais, le premier jour du reste de ma vie qui commence. À l'époque, je trouvais que l'image que je rendais correspondait pas à l'énergie que je voulais donner. Je me suis conformée à l'attente sociale de pas avoir une femme avec des cheveux blancs. Alors que tu les aimais, tes cheveux? Ah oui, moi je les aimais beaucoup, mes cheveux, puis ça m'allait très très bien. Voilà, donc je les portais très fièrement, jusqu'à 50 ans, et j'ai compris à 50 ans que c'était un frein. Un frein dans le regard, du recrutement, de la promotion, de la mobilité, que c'était pas accepté. La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Bonjour Anne. Bonjour Aude. Je suis ravie que tu sois là avec moi. Merci de m'avoir invitée chez toi pour cet enregistrement. On s'est rencontrés à travers Andrea Dican qui a fait la formation En Vie avec moi et qui est dans mon réseau. Et elle m'a dit, il faut que tu rencontres Anne. Je lui ai parlé de ton podcast, elle serait partante. Et ça m'a fait hyper plaisir qu'elle nous mette en relation. C'est toujours sympa qu'il y ait des gens comme ça qui m'aident à trouver des personnes qui sont inspirantes et qui ont des choses à raconter sur tout ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, on sait que tu quittes AXA maintenant, tu as travaillé dans les ressources humaines, tu as une carrière dans les ressources humaines. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors, merci. Donc, Anne, j'ai 63 ans. Oui, je pars en retraite dans 15 jours après 46 ans d'activité essentiellement dans les ressources humaines, psychologue de formation. Je suis l'aînée de 5 filles et aujourd'hui, je suis veuve et j'ai une fille qui a 23 ans. Donc voilà, et c'est, je dirais, le premier jour du reste de ma vie qui commence. Qu'est-ce que ça te fait, cette période-là, où tu commences à lâcher un petit peu les dossiers? Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a une période d'acceptation. Parce qu'il y a prendre la décision, l'annoncer à l'entreprise et voir la réaction de l'entreprise. Et puis se dire que, de toute façon, on va être utile jusqu'au bout. Et se rendre compte que utile jusqu'au bout, ça n'existe pas parce que on anticipe le départ, on explique qu'il faut transmettre, on est moins invité, on reçoit moins de mails, il y a moins de réunions, l'agenda se vide. Avec aussi cette, je dirais, un peu conscience personnelle et professionnelle de dire mais moi je viens pour travailler, quoi, je viens pas pour regarder un ordinateur où il se passe plus rien. Une sorte de culpabilité et en même temps une sorte d'ivresse qui émerge, qui laisse entrevoir tout impossible avec un espace-temps qui va s'ouvrir, un rythme qui va changer, une posture aussi qui va évoluer puisque j'ai envie de dire j'ai l'impression d'être comme une fleur, d'avoir les pétales qui s'ouvrent et qui tombent. C'est-à-dire que tout ce qui est pas nécessaire est en train de se retirer pour arriver juste au cœur et à l'essentiel. Voilà. Donc ça, c'est très excitant, exciting, comme diraient les Américains. Et j'envisage tout ça avec beaucoup de plaisir. D'ailleurs, au bureau en ce moment, alors, au-delà du fait aussi que c'est un formidable moment de cadeau, j'ai des cafés, des one-to-one avec plein de gens. Il y en a qui organisent des réunions pour me remercier. Enfin bref. Tu reçois du love dans tous les sens. Ah, c'est, voilà, c'est fantastique. Je suis waouh. Il y a plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc ce sont des vrais cadeaux et je le prends comme tel. C'est vraiment waouh. Oui, c'est du love. Et puis il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu sais, tu récoltes aussi le fruit de toutes les petites graines que tu as semées. Et de savoir qu'en partant il y a encore plein de graines qui restent. Ça aussi, c'est super positif et excitant. Et c'est aussi une bonne façon de se dire, voilà, je quitte un monde, un poste, une responsabilité, une image sociale aussi, faut être très clair. Mais il se passera plein de choses. Il y a des témoins qui ont été transmis. Il y a des gens qui ont grandi. Après.
Ils accepteront, ils accepteront pas ce que j'ai transmis, ça c'est autre chose, mais ça les aura nourris. Est-ce que tu as travaillé sur des enjeux de santé chez AXA? Il y a eu plusieurs partenariats qui ont été mis en œuvre avec AXA, et notamment un avec Microsoft sur un produit qu'on appelle DHP, Data Health Platform, qui est de travailler ensemble sur comment on va donner accès à chacun à des outils pour gérer sa santé d'une manière différente. Un, en amont, en préventif. 2, sur le suivi curatif. Et 3, derrière, en accompagnement sur des suivis post-cancer ou ce genre de choses. Et c'est à la fois de la compilation de données pour avoir un résultat qui soit plus probant, plus efficace dans l'intérêt de l'individu. C'est aussi s'assurer que on sait bien faire, enfin, de plus en plus, et ça c'est aussi grâce à la génétique, on sait par exemple que certains traitements sont plus efficaces sur les hommes que sur les femmes. On sait, dans les études qui ont été faites ces dernières années, qu'on avait toujours analysé la crise cardiaque d'un côté masculin, mais pas d'un côté féminin. Oui, Ce qui fait que chez les femmes, c'était moins bien identifié. tout à fait. Voilà. C'est tout le travail de Claire Mounier-Veillet qui a Voilà. alerté là-dessus. Exactement. Et il y a d'autres sujets comme ça. Par exemple, les crash tests chez Volvo, ils étaient faits avec des mannequins hommes et jamais des mannequins de femmes. Ce qui fait que quand un crash test, on prenait pas en considération la position de la ceinture pour une femme ou le fait qu'elle avait pas le même gabarit et que donc l'impact n'était pas le même sur son corps que Ça a été rectifié depuis? Oui, ça a été rectifié depuis. Alors, il s'est passé quelque chose chez AXA, là, tout début octobre. Il y a eu une annonce sur la mise en place du programme Healthy You, qui est le programme santé du collaborateur, qui est étendu à l'andropause et à la ménopause. Oui. Moi, j'étais très, très contente de découvrir ça. Étant donné que tu l'as vu en interne, j'aimerais beaucoup que tu me racontes comment c'est né et ce que tu en penses. Alors, j'aurais beaucoup de difficultés à dire comment c'est né parce que ce sont des décisions qui sont prises au niveau du groupe et donc pas forcément au niveau des entités. AXA est un groupe passionnant avec beaucoup d'entités très autonomes. Mais des programmes qui doivent toucher la totalité des salariés sont mis en œuvre en coordination avec différentes entités et je n'ai pas du tout été impliquée dans ce genre de sujet. Mais le well-being, le care, qui sont les mots phares, sont très importants chez AXA. C'est une réalité. J'ai pu accéder l'année dernière à des bilans de santé, donc dans le LCU, ça existait déjà l'année dernière, donc pas sur cet aspect ménopause, andropause, mais j'ai pu accéder à des bilans de santé très approfondis parce que j'avais plus de 60 ans, donc tests d'effort auditif et tout le reste qui sont proposés à tous les salariés d'AXA. Il y a une vraie culture dans cette société sur l'individu et sur son bien-être et sa santé. C'est une réalité que j'ai pu voir aussi lors de la mise en place du Covid, à quel point on avait fait attention aux gens, on avait été attentifs. On n'est pas les seuls. Je ne suis pas en train de dire qu'AXA est la seule entreprise, mais c'est vraiment un point extrêmement important d'AXA. Alors, j'ai vu que le programme incluait l'andropause au même titre que la ménopause. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes symptômes. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'andropause, loin de là. Je dirais simplement, ce que je trouve bien dans le message, c'est de dire aux hommes, si pour une raison ou une autre, vous êtes impactés, et plus tôt, puisque c'est pas le même âge, mais que ça a une incidence sur votre vie personnelle et professionnelle, nous le prendrons en compte. Voilà. Je crois que le message, il est plutôt là, plutôt que on va dire, on a identifié que c'était le même problème, ménopause, andropause. C'est plutôt de dire, c'est le message, on est prêt à accueillir ça, on est prêt à en parler, parce que ce sont quand même des sujets tabous. Oui. Il y a 10 ans, en tant que DRH, je voulais qu'on mette ça sur la table. On me disait, mais ça va pas, il n'est pas question. Je dis, mais oui, mais c'est à ne faire. Il y a 10 ans, tu avais 55 ans, tu savais déjà de quoi, 53, tu savais déjà de quoi tu parlais quand tu en as. Oui, mais en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Non, en fait, c'est pas à cause de moi, entre guillemets. Ouais. C'est de voir. Je t'avais raconté quand on avait eu un premier échange, j'étais manager d'une équipe. J'étais avec mon équipe quand d'un seul coup j'ai vu une femme sortir un éventail. On était au mois de novembre, demander à ouvrir la fenêtre, devenir toute rouge, et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et on m'a dit c'est une bouffée de chaleur. Et puis c'est une bouffée de chaleur. Enfin voilà, le truc chuchoté. Voilà, interdit, presque honteux. Et je me suis dit waouh, quelle horreur. Mais enfin, je veux dire, les gens qui restaient, qui se maintenaient, qui faisaient leur boulot et qui dépassaient tout ça, malgré vraiment l'inconvénient que ça génère,
Et je me suis dit, et je l'ai vu avec d'autres femmes, et j'ai vu que sur certaines femmes, à quel point ça pouvait les impacter. Alors c'est vrai que c'est l'époque où moi-même, je suis rentrée dans cette phase de ménopause, parce que c'est quand même une phase qui dure longtemps. Il y a la Ça a duré combien de temps pour toi? Mais alors, moi, j'ai du mal à dire que je me suis pas rendu compte. Tu t'es pas rendu compte? Non, en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. Heu, mais je l'ai pas associé à la ménopause. Je l'ai associé à du stress, du surmenage, voilà, j'ai pensé que c'était ça, et il m'a fallu du temps pour comprendre que si je me réveillais la nuit parce que j'avais trop chaud, en fait, c'était parce que j'avais une bouffée de chaleur. Mais je les avais que la nuit, et je n'imaginais pas que ça se passait comme ça pour moi la nuit. En fait, je ne savais rien des signes, enfin, on va dire, pour lesquels il faut être attentif. J'ai fait une prise de sang, et mon médecin m'a dit: «Ah bah, vous êtes en ménopause», mais je m'étais rendu compte de rien du tout. Donc dans la journée, j'étais pas impactée, je n'ai pas eu de bouffée de chaleur, enfin, à part la nuit, mais je dirais rien qui m'impactait socialement. Mon gros problème, et qui dure toujours, c'est le problème du sommeil. Ouais. Ça, c'est clair. Et puis la prise de poids. Et puis des moments, donc évidemment, une fatigue énorme, parce que quand on dort pas, enfin, On est épuisé la journée, on pour est assurer, épuisé. c'est Oui, dur. oui. Donc on est épuisé. Enfin, moi, je suis épuisée, donc pour tenir le coup. Alors moi, je suis pas très café, donc je mange. Donc Prise de poids. prise de poids. Enfin bon, bref, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes? Enfin, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir entendu comme message? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il y ait autour de toi pour que tu réalises plus tôt qu'avoir chaud la nuit, c'était pas Ouais. juste du stress? Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis l'aînée de 5 filles. Évidemment, nous avons toujours posé des questions à maman sur, l'accouchement, la ménopause. «Ah mais non, mais c'est rien du tout», disait maman, «c'est rien du tout», et je pense que elle a dû vivre sa ménopause comme moi, c'est-à-dire que très, très peu de signes, apparents extérieurement, et puis bon, beaucoup de pudeur aussi pour les femmes d'une autre génération. On parle pas de son ressenti, on parle pas de ses incident personnel d'une certaine manière, donc oui, enfin voilà, pas vraiment de message. Quand j'avais 45 ans, j'avais été voir un médecin pour m'aider à perdre un peu de poids, et parce que j'avais arrêté de fumer, j'avais pris 7 kilos, voilà, et elle insistait: «Non, mais il faut que vous fassiez du sport parce qu'après vous allez voir, vous allez prendre du poids et tout», et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne comprenais pas quel était le lien entre l'âge et la prise de poids, sauf que bien sûr, je le voyais. Alors, soit c'est, je dirais, évident pour un certain nombre de personnes que on va prendre du poids après 50 ans parce qu'il y a la ménopause quand on est une femme, et qu'il faut maintenir une activité physique. Mais je dirais que j'ai pas été éduquée sur ça. J'ai pas été éduquée sur la nécessité d'avoir une activité physique régulière pour pouvoir, à la fois, je dirais maintenir mon corps, éviter cette prise de poids, et on va dire être dans un équilibre personnel de santé qui permet de faire face à toutes les différentes étapes qu'on peut franchir dans la vie, hein, la ménopause comme d'autres. Voilà, donc ça c'est vraiment un des points de regret que j'ai eu. Non, s'il y avait un conseil que je donnerais, c'est celui-là. C'est dire, c'est un sujet à aborder, à mon avis, quand on commence aussi à être moins fertile, à partir de 40 ans, ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, la ménopause va arriver, voilà. Donc ça, c'est un point important. Faire comprendre, on va dire avoir une éducation, j'ai envie de dire, je vais le prendre dans le sens large, l'éducation bien-être. Une éducation au bien-être. Oui, et pas dans le sens, je suis en train de parler, gérer l'instant présent, faire des méditations. C'est plutôt dire, il est important, enfin voilà, on a un véhicule, c'est son corps. Alors on s'en préoccupe pas parce qu'on est jeune, parce que tout va bien. Tout fonctionne. Tout fonctionne, on court, on peut danser toute la nuit, on peut ne pas dormir, ça n'a pas d'impact. Et c'est difficile d'inculquer une expérience que les gens n'ont pas encore eue et qu'ils n'auront pas avant un certain temps. Mais prendre conscience qu'il est important, on va dire, d'entretenir son corps, de faire quelque chose de régulier, de faire ses suivis médicaux, bien sûr, heu, mais aussi de mieux connaître les grandes étapes que l'on va franchir physiquement et psychologiquement. Voilà, et donc se préparer à ça et savoir quel recours on peut avoir. C'est-à-dire, vers qui on peut se tourner à ce moment-là, qui peut nous aider, qui peut nous donner un conseil, qui peut partager son expérience. Voilà. Je vais prendre un exemple un petit peu douloureux, mais quand j'ai perdu mon père, il avait 80 ans, je trouvais ça tout à fait normal de perdre son père. Ça a été une douleur à laquelle je ne m'attendais pas.
Et personne ne peut raconter cette histoire parce que quand quelqu'un qui a perdu ses parents parle de cette douleur, on l'entend intellectuellement, on l'entend pas dans ses émotions ni physiquement. Je dirais que les changements que l'on vit dans son corps sont du même ordre. On peut l'entendre intellectuellement, mais on va avoir du mal à le comprendre tant qu'on ne le vit pas soi-même. Et à partir de ce moment-là, le partager avec quelqu'un qui est, je dirais, dans le même registre, qui l'a compris, qui l'a vécu et qui peut donc donner des conseils. Donc parler à des femmes qui sont passées par là. Oui, par exemple, ou parler à des femmes qui sont passées par là, ou parler à des, on va dire, des personnes qui sont des accompagnants, par exemple sur ce genre de sujet, parce qu'elles reçoivent des témoignages de femmes sur le sujet. Donc voilà, c'est un point important. J'ai une de mes sœurs qui est une petite sœur, parce que j'ai 4 petites sœurs. J'ai une de mes sœurs qui a eu des kystes aux ovaires et à 40 ans, on lui a retiré les ovaires. Et elle s'est retrouvée en ménopause sans qu'on l'ait prévenue. Ouais, c'est dur ça, hein? Et en plus, donc elle a une prise de poids considérable contre laquelle elle se bat. Mais oui, ça a été violent pour elle. Au-delà, bon, je discute pas de la décision médicale, j'y étais pas, c'est pas, j'ai aucune légitimité à en parler. Mais j'ai vu, on va dire, la violence parce que ça a déclenché quelque chose de très fort, alors que 40 ans, voilà, On est au max de sa puissance. En tout cas, on voilà. la sent vraiment, sa puissance. Voilà, elle a 3 garçons, elle commençait une nouvelle vie personnelle. La maternité derrière. Voilà, et puis d'un seul coup, il y a ça qui arrive et je dirais presque sans prévenir, quoi. Il n'y a pas eu cet accompagnement, on n'a pas, parce que on pourrait réfléchir en disant, on sait qu'on va déclencher une ménopause. Comment on peut, dans les 3 mois qui précèdent, accompagner ça? Comment on l'accompagne ensuite? Enfin, je sais que, voilà. Et puis, bien évidemment, alors, moi, j'avais 46 ans, je pouvais rien lui dire. J'étais absolument pas, je comprenais à peine ce qui se passait. Je le voyais, je me disais: «Oh la vache, pas de chance», mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Ouais. Est-ce qu'après tu as parlé avec tes sœurs? Ah oui, alors parce qu'on a eu en plus on a des dates de ménopause un peu différentes. Celle qui me suit, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est-à-dire que quasiment, à 55-56 ans, donc elle était là, «Ah bon, mais non, mais moi, tout va bien, toujours mes règles et tout, bah non», alors c'était aussi, les cheveux, perte de les Ouais. cheveux enfin Le volume. le volume, capillaire qui s'amenuise. Alors elle était là, elle fait: «Non, mais tous les matins, je brosse mes cheveux, vous voyez, j'ai une belle hein». Puis là, c'est: «Ah bah dis donc, mes cheveux, ça n'a plus rien à voir maintenant». Donc ça nous fait rire parce que, voilà, ça devient aussi sa réalité. La numéro 4, elle commence, donc elle a beaucoup de bouffées de chaleur, donc voilà, oui, on en parle. Puis la numéro 5, elle y est aussi, voilà, un peu plus tôt aussi que les autres, donc on en a parlé. Après, chacun a un rapport avec son corps, avec son histoire qui est différent, donc aussi un vécu par rapport à tout ça qui est assez différent. Par rapport à ce qui a pu être, sa féminité, j'ai envie de dire, son désir, sa vie sexuelle, son plaisir, tout ça et je veux dire, donne une teinte différente au ressenti ou aux attentes ou à la façon de le gérer. C'est ça, hein? Ouais. Toi, tu as dit que tu avais perdu ton mari? Moi, j'ai perdu mon mari il y a 8 ans. Oui, donc je suis veuve depuis 8 ans. Ça a été, inattendu, soudain et là aussi très violent. J'ai envie de dire, j'ai vécu sous cloche, enfin pas de son, pas d'image, pendant un peu plus de 3 ans avant d'arriver à pouvoir, sortir, le nez, enfin sortir le nez de l'eau et commencer à regarder et à avoir envie de vivre. Et je disais à l'époque: «Je suis en vie dans les 2 sens. Je suis en vie, j'ai envie et je suis en vie». Voilà. Mais dans le sens en survie, tu veux Non, dire? vraiment en vie. C'est-à-dire Enfin, je à nouveau en vie. ressentais Ouais. des émotions, du désir, voilà, la capacité à faire des choses, à envisager, aussi peut-être ou peut-être pas d'avoir quelqu'un dans ma vie, voilà. Alors au début, dans des modalités très classiques, j'allais me remettre en couple comme quand on rêve quand on a 20 ans. Ouais. Puis j'ai réalisé que
J'avais plus du tout envie, on va dire, en tout cas pour l'instant, j'ai pas trouvé quelqu'un qui me donne envie de vivre avec lui, Au au quotidien? quotidien. Rencontrer quelqu'un, vivre des moments intenses et très agréables, sans aucun problème. Mais c'était pas ma conception du couple, ni ma conception de l'amour, ni ma conception de, on va dire, de la relation à 2. Donc, voilà, j'ai aussi beaucoup évolué par rapport à ça. Je me suis autorisée à avoir cette liberté qui était, on va dire quand j'étais jeune, montrée du doigt et mise au pilori parce que cette liberté féminine, cette liberté sexuelle, cette liberté, on va dire de vie, était quelque chose, oui, mis au pilori, de banni et voilà. Donc j'avais été élevée là-dedans. Pour moi, c'était au début pas possible. Puis après, j'ai compris que enfin voilà, j'avais fait ma vie, que je ne faisais de mal à personne, que le plus important c'était de continuer de se respecter, continuer de rester dans ses valeurs. Voilà, ça c'était un point fort et 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 de continuer de vivre, voilà et de vivre une sexualité tranquille, heureuse, Et c'est ça la fin des règles, c'est, lâcher les modèles de son enfance et accepter d'inventer son propre modèle de vie. Moi, je ne sais pas si c'est la fin des règles, je dirais que si pour moi, ça fait partie des étapes, hem, on va dire de d'acceptation et de développement de sa propre vie. Parce que on se nourrit des expériences qu'on a, on se rassure. Enfin, en tout cas, moi, plus j'ai avancé dans la vie, alors j'ai trouvé que chaque âge était fantastique, hein. Alors bon, moi 40 ans, j'ai eu un point particulier, c'est l'âge où ma fille est arrivée, dans un processus d'adoption. Donc moi, je suis devenue mère à 40 ans. Là où il y en a d'autres, c'est quasiment terminé. Moi, je suis Ouais. devenue mère à 40 ans. J'ai continué à progresser professionnellement. 50 ans, j'ai trouvé que c'était une époque formidable. Ma fille avait 10 ans, devenait déjà plus autonome. J'avais des postes qui me passionnaient. Voilà, j'avais des responsabilités. Je me sentais aussi plus en sécurité financièrement, ce qui était un point pour moi important. Mon mari est mort, j'avais 55 ans. Et là, j'étais dans une période plus difficile parce que à ce moment-là, j'avais perdu mon emploi. Donc, j'étais d'un seul coup sans homme, sans travail, avec une fille de 15 ans. Donc, on va dire une responsabilité forte. Qui sait gérer, il y a aucun problème. J'ai fait face. Mais mes 60 ans, c'était une fête. C'était une fête. Alors, je suis dans un groupe d'amis. Nous avons toutes fait psycho. Nous sommes 7 Mmh. et on se voit donc depuis 83. Donc, Vous étiez étudiantes on ensemble? était étudiantes ensemble. Donc, on a à peu près le même âge. Enfin, on a le même âge. Enfin, il y a quelques exceptions. Et en plus, nos anniversaires sont généralement en juin-juillet. Donc, on a régulièrement fêté nos anniversaires ensemble. Alors, on les fête tous les ans ensemble. Et puis de temps en temps, on fait des grandes fêtes ensemble. Pour les 50 ans, on avait fait une grande fête, on a invité tous nos copains et tout le reste. Et c'est vécu différemment suivant les uns les autres. Mais moi, je poussais en disant, mais génial, vous vous rendez compte, 60 ans, regardez, on va bien, on est en forme. Voilà, il y a... Une nouvelle adolescence un peu? Ouais, un peu, oui. Mais alors, c'est pas forcément comme ça qu'elles le vivent, mais voilà, ça fait partie des sujets qu'on échange, euh, sur lesquels on a pas mal de discussions. Et c'est mais voilà, mais moi j'ai poussé à faire la fête. Moi on me dit demain on fait une soirée, pour fêter n'importe quoi, hein, moi je suis partante tout de suite. Et qu'est-ce que tu as retiré de ta vie alors? Tu disais on Ah! retire, le non essentiel. Ce que j'ai retiré de ma vie? Alors je suis très sensible à l'esthétique, comme étant enfin la couleur, la matière, l'harmonie, c'est quelque chose de très important pour moi. J'aime les belles matières, j'aime, voilà, les beaux environnements, enfin c'est vraiment alors il y en a qui vont dire le luxe. C'est pas forcément du luxe parce que c'est pas le prix qui compte. Je suis pas attachée à une marque ou quoi que ce soit, mais le beau, c'est important pour moi. Alors j'ai eu la chance et j'aime être bien habillée, j'adore être enfin j'étais, Tu as dit, tu as failli bosser chez Dior et Chanel. non, non, mais enfin, le comble pour moi, ça aurait été Hermès. Pour moi, c'est le comble de l'élégance. Voilà, mais j'ai toujours été en tailleur, j'ai toujours été en escarpin, enfin, je suis toujours, même maintenant, c'est amusant parce que dans cet environnement tech où il y a beaucoup de t-shirts et de jeans, bon voilà, je mets un collier de perles, hier j'avais une veste en cuir, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, j'ai acheté de très belles pièces voilà, chez des créateurs. Aujourd'hui, on va dire, j'ai adopté un style qui va être un peu différent, toujours basé sur l'élégance, mais peut-être moins ce côté, on va dire, marketing de moi. Voilà.
j'ai moins besoin, j'ai plus besoin de cette posture de cadre, de dirigeante, de femme dirigeante, parce que bon, aussi, on a vécu quand même des années où les femmes avaient du mal à avoir certaines places dans l'entreprise. Il fallait. T'as été une pionnière là-dessus? Est-ce que Est-ce que j'étais. t'as dû adopter une posture un peu masculine pour exister? Comment t'as vécu ça? Je dirais que j'ai toujours eu beaucoup de caractère et comme disent les Américains, toujours straight talk. Donc j'étais connue pour défendre mes opinions et certaines croyances. J'ai envie de dire, tant que j'étais dans le consulting, j'ai pas eu à me battre en tant que femme. J'étais dans une société où dans les années donc 95, donc il y a quand même quelque temps, on était 30% de femmes associées directeurs managers. Ce qui à l'époque, dans des C'est boîtes de déjà énorme. consulting, était énorme. Sur la partie conseil, le patron était une femme. Pour moi, il y avait quelque chose d'évident et de normal. J'aimerais bien revenir à ce qui se Oui. passe chez AXA actuellement, puisque Mhm. la ménopause, maintenant, le mot est sorti. Mhm. À ton avis, qu'est-ce qui va changer en France? Je pense que, alors il y a deux choses, hein, parce que il y a toutes les actions que AXA va mettre en place et j'ai pas tout regardé dans l'ordre puisque je me sens plus très concernée, je l'avoue bien volontiers. Je pense qu'en tout cas c'est un phénomène, on va dire, qui va libérer la parole et qui va autoriser, on va dire, à la fois une acceptation de cette situation pour les gens qui sont extérieurs. Quand je dis les gens extérieurs, c'est autant les hommes et les femmes qui ne savent pas ce que c'est. On peut être un manager de 35 ans et avoir quelqu'un de 50 ans dans son équipe et pas comprendre ce qui se passe, Ouais. tout en étant une femme. C'est pas, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, on va dire, cette prise de conscience managériale. Euh, c'est 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 aussi donner de la visibilité et comprendre l'impact que ça a dans un moment de la vie d'une femme sur sa présence, sur, on va dire, son. Je ne veux pas parler de l'engagement parce que ça n'a rien à voir avec l'engagement, mais sur sa capacité à répondre aux attentes de l'équipe, du client, du manager, parce que ça peut être handicapant par moment. Donc cette prise de conscience de ce handicap temporel, je dirais assez Fantomatique? oui, bah oui, parce que enfin, il est pas dit, il est pas. On a un rhume, on a une extinction de voix, tout le monde le reconnaît et comprend qu'on peut pas parler. Enfin voilà. La ménopause, c'est pas quelque chose qu'on annonce, c'est pas quelque chose qui est forcément visible. Voilà. Donc, on peut faire un malaise pour des tas de raisons, pas forcément voilà, une bouffée de chaleur. Ou on peut avoir un traitement qui vous va pas et vous faites une réaction allergique et voilà. Enfin, j'ai envie de dire, les gens ne sont pas des médecins. On demande souvent aux managers et aux équipes d'avoir un regard bienveillant sur quelqu'un qui aurait des symptômes ou en tout cas des manifestations qui montreraient qu'il y a un malaise, mais on peut pas leur demander de faire un diagnostic ni de comprendre. C'est pas leur rôle, c'est pas leur C'est vrai, on job. leur demande peut-être trop. Oui, enfin, il y a une longue époque où, sur tout ce qui était le malaise au travail et sur les suicides au travail, il y avait des gens qui disaient oui, mais le manager, il doit voir. Et je disais, mais un psychiatre, il fait 9 ans d'études pour Et encore, il peut se tromper. Et encore, il peut se tromper. Comment un manager dont ce n'est pas le métier pourrait faire un diagnostic sur quelqu'un qui ne lui parle pas et qui a juste des symptômes visibles? C'est demander des choses qui sont pas possibles. Bah, je dirais que pour la ménopause, c'est la même chose. C'est, on va dire, ouvrir une fenêtre de compréhension, d'acceptation, de possibilité de dialoguer, d'entreprendre. Mais je vais être un peu dure. Ce que je voudrais, on va dire aussi, je voudrais qu'on fasse attention à une chose, parce que je trouve que quelquefois le care prend tellement de place qu'on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir travailler. Oui. Et on en parlait avec une collègue qui a dû passer la ménopause et bon, voilà, j'ai pas arrêté de travailler, je ne dormais pas, j'étais pas forcément bien. Bon, je savais pas l'identifier, mais voilà, j'ai tenu mon job, j'ai tenu mon poste, bon, contre vents et marées. Donc, l'impact pour moi, il est plus sur des décisions moyen-long terme. C'est-à-dire sur une promotion, sur un recrutement, sur une mobilité. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas au mieux de sa forme lors d'un entretien. C'est vrai. Euh, bon, on peut d'un seul coup avoir une crise en disant mon Dieu, j'ai un entretien, j'ai une bouffée de chaleur, bon, voilà, et oh là là, je l'ai pas senti motivé, l'entretien n'était pas terrible, voilà. Donc c'est être très attentif que dans ces moments-là,
on va dire, la possibilité qu'il y ait une situation délicate à gérer, personnellement, soit prise en compte. Mais je vais te donner 2 exemples. Mmh. Celui, des Échos, Mmh. que j'ai lu, dans un papier qui est sorti cet été, où, au RH, aux Échos, ils ont fait venir Cécile Charlap qui a écrit un bouquin sur la fabrique de la ménopause, qui est une vision sociale, qui est pas du tout une Mmh. vision médicale et cetera, et beaucoup de femmes ont été gênées, ont le sentiment d'être montrées du doigt par la simple présence de ce webinaire où Cécile Charlap venait parler. Et un autre exemple, c'est celui de Sylvie Fay, avec qui j'ai fait un Oui. épisode il y a pas longtemps, qui dit: «Mais moi, toutes mes copines, à qui je parle de ménopause, elles me disent elles veulent pas le dire, elles veulent pas qu'on entende Non. parler autour d'elles, elles veulent pas être pointées du doigt», c'est vraiment ça. Mmh. Donc si finalement les femmes sont réfractaires à ce qui peut être mis en place dans l'entreprise parce qu'elles vont se sentir visées et parce qu'elles savent qu'elles sont en insécurité, parce que là on parle de RH, on dit regardez comment on fait des choses, etc. Mais la réalité c'est qu'il y a ce poids social, ce poids sociétal de qu'est-ce que c'est qu'être ménopausée. C'est je peux plus faire d'enfants, c'est ça y est, je suis vieille, plus personne va me regarder, je suis invisibilisée, on se moque de moi. Ça c'est les tabous sociaux, c'est l'image sociale que toute femme connaît, à intérioriser. Oui. Alors, 2 choses. Alors, en même temps, je vais te faire c'est un clin d'œil que je vais faire. Je me souviens quand j'avais 52 ans et que j'avais des entretiens sur différents postes, j'avais un très beau poivre et sel. J'étais vraiment très poivre et sel. Aujourd'hui, tu te teins les cheveux. Tu vas Et nous à l'ép- raconter comment c'est et arrivé. à l'époque, je trouvais que l'image que je rendais correspondait pas, enfin, à l'énergie que je voulais donner. Et mon coiffeur voulait pas, il trouvait que j'avais un poivre et sel magnifique, voulait pas me teindre les cheveux, il l'a fait. Je me suis conformée à l'attente sociale de pas avoir une femme avec des cheveux blancs. Alors que tu les aimais, tes cheveux. Ah oui, moi je les aimais beaucoup mes cheveux, puis ça m'allait très très bien. Voilà, donc je les portais très fièrement, voilà, jusqu'à 50 ans, et j'ai compris à 50 ans que c'était un frein dans le regard, du recrutement, de la promotion, de la mobilité, que c'était pas accepté. T'avais commencé à avoir des cheveux poivre et sel à quel âge? Oh, j'ai commencé à 35 ans. D'accord. Donc tu les as toujours gardés Ah de oui, oui, 35 à 50. C'est oui. rare, hein, parce que les femmes qui ont eu des cheveux blancs tôt me disent qu'elles les ont teints tôt. Tu es Non. la seule qui Ah me non, dit non. l'inverse. Ah non, non, moi je trouve, enfin, je suis dans une famille où tout le monde a eu des cheveux blancs très tôt. Enfin, voilà, pour moi ça faisait normal. Et je trouvais, enfin, j'ai des photos de moi, 40 ans. Enfin, je trouvais ça très élégant. Ça avait, enfin, oui, pour parler de l'élégance, voilà. Oui. Moi, c'était un des signes d'élégance. En plus, bon, tout le monde me disait, ça m'allait très très bien. Mais c'était par rapport à ce regard social, cette dépendance à la décision de l'autre, le recruteur, le manager, le dirigeant, que j'ai fait ça. Et aujourd'hui, quand je dis à ma fille, bon, j'ai plus besoin, elle me dit, oh non, arrête, tu vas ressembler à ta mère. Bon, voilà, ça c'était pour l'anecdote un peu amusante. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis vraiment partagée entre les deux, j'ai aucune idée. C'est le côté, faut laisser les racines pousser, et ça j'aime pas parce que c'est pas élégant, c'est ça qui pour l'instant me freine. Mais comment dire, ma couleur est moins foncée qu'elle n'était. Je suis en train de tout doucement d'aller vers quelque chose de plus en plus clair pour aller, je pense, pour arriver à retrouver mes cheveux blancs. Voilà, parce que maintenant je suis vraiment blanche. Voilà. Donc non, mais ça c'était pour revenir sur l'image sociale et sur le poids du social. Je crois que la première des choses qui est vraiment importante, c'est la confiance en soi. C'est s'accepter. Et c'est ça que j'ai envie de dire que sur quoi j'ai travaillé et que j'ai gardé de ma vie personnelle et professionnelle. C'est, j'ai envie de dire, c'est m'accepter avec mes 10 ou 15 kilos de trop. C'est m'accepter, on va dire, avec mon caractère. C'est m'accepter avec mes valeurs qui sont pas toujours alignées avec ce qu'on me demande de faire. C'est accepter de vivre avec mon âge. Donc, enfin, je veux dire, la ménopause n'est pas quelque chose qu'on apprend. Je veux dire, tout le monde sait que les femmes sont ménopausées autour de 50 ans. Donc ce n'est ni une révélation, ni une découverte. Que ce soit un tabou, ça je l'entends tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la femme, elle a suffisamment de légitimité, de force, d'intelligence pour dépasser tout ça et on va dire, et quelque part imposer à son environnement le fait que c'est une réalité avec laquelle tout le monde doit vivre. C'est ça le changement. C'est passer de ma réalité à une réalité collective. Voilà. Alors, il faut déjà que je l'accepte en étant ma réalité. Ça, évidemment.
voilà. Mais je pense qu'à partir du moment et en plus, je suis intimement persuadée qu'à partir du moment où on l'accepte, on ne peut que mieux le vivre. Il y a quelque chose de oui, de l'ordre de la cohérence entre ce qui se passe dans mon corps, ce qui se passe dans mon cœur et ce qui se passe dans ma tête. Et aussi le fait que, oui, n'oublions pas, hein, les rides, enfin bon, il y a tout ce phénomène, on parlait des cheveux tout à l'heure, le fait qu'ils soient moins épais et tout le reste. Hem Et en même temps, je le regrette énormément quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde, enfin moi je suis pas sur TikTok, mais bon je suis sur Insta ou sur Facebook. Le nombre de publicités pour faire disparaître les rides, pour, les photos des femmes, 80 ans qui sont formidables comme Jane Fonda. Bon, on oublie de mettre en dessous le nombre d'opérations, d'interventions, de piqûres qu'elle a pu avoir. Et toi, tu imagines de faire de la chirurgie esthétique ou du botox ou quoi que ce soit? Alors, j'ai fait du botox une fois pour retirer ma ride du lion. C'était vraiment top. J'ai trouvé et puis ça dure 6 mois et je trouve que le rapport qualité-prix n'a absolument aucun intérêt. Faire ça pour 6 mois, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est, j'ai fait l'opération des paupières. Ouais. Voilà, j'ai fait, Tu avais les paupières un peu tombantes à un j'avais les moment? pomp j'ai oui, ça c'est signe familial et j'ai fait comme ma grand-mère qui l'avait fait en 1975, hein, Mmh. pour dire que j'avais déjà une famille un peu précurseur. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Non, j'ai pas l'intention de faire d'autre chose, pour l'instant. Donc le botox, tu laissé tomber. Ah oui. Mais tu ressortie de là comment? Tu t'es regardée dans la glace, tu ressenti quoi? Alors, la ride du lion, pour moi qui suis psy aussi, c'est aussi la ride de l'angoisse. Donc c'était un peu effacer quelque chose qui avait marqué mon visage, mais qui pour moi avait beaucoup moins de sens maintenant. C'était autant, symbolique que voilà. Mais enfin non, c'était agréable d'avoir, le visage beaucoup plus lisse, surtout à cet endroit-là. Mais, voilà, j'ai fait ça il y a 3 ou 4 ans. Donc, non merci, voilà, c'est plus d'actualité du tout. D'accord. Voilà et non mais faut le dire parce que bon, c'est vrai que j'ai 63 ans et en ce moment, quand je dis que je prends de ma retraite, on me dit: «Mais non, tu pars en pré-retraite». «Non, non, non, je prends ma retraite, j'ai 63 ans». «Ah bon, tu les fais pas?» Oui, voilà, j'ai cette chance et ma mère est pareille. J'ai hérité de cette génétique qui fait que, voilà, je suis plutôt, je dirais peu marquée ou en tout cas marquée avec des rides d'expression, enfin rien de très fort ou, significatif d'un âge très avancé. Plus bon, aussi l'énergie, ça n'a rien à voir, avec l'âge. Mais comme je disais tout à l'heure, l'envie, la curiosité, enfin il y a encore plein de moteurs. Tu as parlé de ta fille rapidement, Ouais. j'aimerais bien que tu me dises quelles sont les règles que tu ne veux pas transmettre à ta fille? Je me souviens de moi adolescente et je me souviens de ma relation aux règles et à mon corps. Quelque chose enfin ma mère avait énormément de pudeur, donc elle en parlait, mais c'était compliqué. Papa avait moins de pudeur. C'était un sujet, plus facilement abordable avec mon père qu'avec ma mère, paradoxalement. Et j'ai essayé de transmettre. J'avais comme objectif de permettre à ma fille de se sentir bien dans son corps. Pour moi, c'est important en tant que enfin, quand elle était ado, future femme, je voulais que, elle puisse, découvrir, accepter son corps et se rendre compte que c'était un très beau cadeau qu'elle avait, mais j'ai une fille extrêmement pudique et s'il y a des choses qu'elle a pu écouter, il y en a qu'elle a pu entendre, ça c'est hein, mais il y a beaucoup de choses dont elle veut pas parler. Et alors je dirais que la transmission, c'est ça, c'est le respect et le respect de ses attentes. Alors par contre, une chose que je lui ai transmise, enfin pour moi et j'ai toujours insisté, c'est son corps lui appartient et personne d'autre ne peut en faire quelque chose sans son accord, sans son consentement. Voilà, ça c'est, pour moi ça c'est une des règles, Et tu penses qu'elle l'a entendu? j'en ai l'impression. J'en ai l'impression. Donc je ne connais pas sa vie, je ne connais pas toute sa vie, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai. C'est le sentiment que j'ai. Pour moi, c'est extrêmement important, oui. Pour n'importe quelle femme, hein, bien sûr. C'est mon corps, il m'appartient et je suis la seule à en disposer comme je le souhaite. Tu lui as dit ça comment? Tu lui as dit ça à quel âge? Alors, je lui ai dit ça, alors Maud a eu ses règles à 11 ans, ce qui est tôt Mmh. et par rapport à toutes ses amies, elle a eu sa croissance, enfin et sa transformation, elle était en 6e.
Alors que la majorité de ses amis, c'est arrivé plutôt en 4e ou en 3e. Donc, ça a été un peu soudain. Et vers 12-13 ans, elle a commencé à avoir des petits copains. Et un jour, elle était en échange avec un petit copain, et j'étais pas à l'aise avec le fait qu'ils étaient en vidéo et je ne sais pas de quoi ils parlaient. Et je lui ai dit, bon, je lui ai demandé d'arrêter, puis je lui ai dit, écoute, tu ne sais pas s'il est pas en train de te filmer, tu ne sais pas ce qu'il peut éventuellement faire de tes propos, les modifier ou quoi que ce soit. Enfin, dans le corps, il y a aussi l'image, hein, l'image sociale, l'image des réseaux. Je lui dis, il faut que tu sois vraiment attentif à ça. Tu lui fais confiance, tu penses que c'est quelqu'un de sympa. Et si ça se trouve, il va perdre son téléphone et quelqu'un va récupérer la vidéo qu'il aurait faite, j'en sais rien. Je lui dis, mais il faut toujours que tu penses que tu ne sais pas forcément, quand tu connais pas quelqu'un très bien, ce qu'il va faire de ce que tu es en train de lui dire ou ce que tu es en train de lui donner ou de le montrer. Donc, il est extrêmement important, non pas que tu sois paranoïaque, mais que tu t'assures que tu es bien dans un espace de sécurité quand tu discutes ou quand tu échanges avec quelqu'un. Voilà. Et c'est là où je vais insister, je lui dis, tu sais, ton corps, ton image, ça t'appartient et personne ne peut en disposer à part toi. Mmh. Non, mais maman, enfin bon, voilà. Mais je sais que voilà, ça l'a marqué. Ouais. Ça l'a marqué d'autant plus que je crois que c'était son petit copain et qu'il a dû la larguer par SMS 2 jours après. Voilà. Quelque part, j'avais prévenu un petit peu, enfin, certaines possibilités. Ouais. Anne, tu t'appelles Anne Bitz. Mmh. C'est le nom de qui? C'est le nom de mon père, donc c'est mon nom, Tu l'as toujours gardé? toujours. Pourtant, tu as été mariée. Oui, alors je rappelle très gentiment qu'il y a aucune obligation légale, voilà, que c'est un usage. Il y a même pas à demander l'autorisation à qui que ce soit pour garder son nom. Il est simplement marqué sur les papiers éventuellement EP, avec le nom du mari. Je me demande pourquoi c'est pas marqué sur les cartes d'identité des maris EP, Bitz. Bah, ça pourrait être. Et alors, je me suis mariée tard, hein, j'avais 34 ans, donc j'avais aussi déjà fait ma carrière professionnelle. Et puis mon mari avait divorcé, alors je lui disais, mais il y en a déjà 3 de madame. Il y a ta mère, il y a ton ex-femme et il y a ta fille. Je suis pas la 4e. Comment est-ce qu'il l'a pris? Alors non, ça c'était pas trop un problème pour lui. Ce qui était très drôle, c'est que dans l'immeuble où nous habitions, j'étais présidente du conseil syndical, donc les gens me connaissaient. Et donc quand il le croisait, il lui disait bonjour Monsieur Bitz. C'est génial. On m'a encore dit bonjour Monsieur Bitz. Donc non. Et ensuite, Maud a nos 2 noms. Et là par contre, c'est une décision qui est gravée à l'état civil. C'était une loi qui est passée je sais plus, je crois que c'est 2002, qui permettait d'avoir les noms des 2 parents et qui permettait à l'enfant à 18 ans de choisir le nom qu'il souhaitait garder, si c'était le père ou la mère. Elle a toujours les 2? Elle a toujours les 2. Pour l'instant, je crois qu'elle a pas forcément envie de changer, mais bon, après, elle fera ce qu'elle veut, voilà. Donc voilà, il était d'accord. Comment ça a été vécu par ton entourage? Est-ce qu'on s'attendait à ce que tu gardes ton nom de jeune fille? Alors, dans mon entourage et dans mes amis, on m'appelait toujours par le nom de mon mari. Quand on me présentait. Monsieur et madame Pelé. Non, je dis, moi, c'est madame Bitz. Enfin, Anne, tu es mariée. Je sais, oui, mais... Donc, il y en a très traditionnels qui... bon, voilà. Donc, maintenant que je suis veuve, ça pose plus de problème. C'est bien mon nom. Les papiers de l'assurance, c'est toujours... j'ai beau leur écrire, hein, c'est toujours le nom de mon mari qui est écrit. Voilà. Enfin, bon, bref. Non, mais après, non. Ce qui était plus sensible, c'était avec l'administration française. Alors ça, c'était absolument génial. Je m'achète une voiture. Je vais au garage, je fais faire les papiers et je demande que les papiers soient mis à mon nom. La carte grise, donc. Ma carte grise. Et non pas au nom de mon mari, enfin comme c'était marqué sur ma carte d'identité. Et les mecs me répondent non, on est désolé, c'est pas possible, c'est pas prévu par l'administration. J'attendais, vous plaisantez. Je suis en séparation de biens, j'achète la voiture, c'est la mienne et c'est mon nom d'épouse qui va être mise alors que je l'utilise pas. Non mais c'est comme ça. Je dis bah
Le service des immatriculations pourrait respecter la loi, il y a aucune obligation légale. Et Tu as obtenu gain de cause ou pas? non, pas du tout. Ça a peut-être changé depuis. Oui, depuis ça a changé, mais non, mais voilà, c'était, alors quand il y a beaucoup de gens qui me disent: «Mais pourquoi tu prends pas le nom de ton mari?» Je dis: «Mais pourquoi mon mari prend pas mon nom?» Et là, les gens savent plus quoi répondre. Non, puis je l'aime bien mon nom, il a une consonance, enfin, Aujourd'hui, tu as retrouvé l'amour? non. Tu cherches l'amour? Ah, j'aimerais bien, oui. Oui. Je sais pas si, enfin, je pense que c'est une autre forme d'amour peut-être, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé mon mari. J'ai été très aimée aussi. On a vécu une histoire fantastique. Donc, je suis très contente d'avoir vécu ça et je cherche pas à reproduire. Donc, je cherche à retrouver en tout cas une intelligence de situation, une complicité, un plaisir d'être ensemble, de partager, de donner, d'aimer. Alors après, est-ce que ça s'appelle l'amour? Pourquoi pas? Ça peut être une autre façon de vivre l'amour. En tout cas, ça oui, j'ai envie. J'ai envie de cette liberté, j'ai envie de ce plaisir, j'ai envie de cet acte de vie, voilà. Est-ce que ce Non. serait dans ton entourage? Ce serait quelqu'un que tu rencontrerais? Alors moi, je suis quelqu'un qui croit que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Je me dis: «Tout est possible». Alors premièrement, je ne souffre pas d'être seule. C'est pas, c'est ni une angoisse, ni une souffrance, voilà. J'apprécie beaucoup mes moments de solitude, voilà, de paix, je vais pas dire de vide parce que c'est pas du vide, mais juste l'instant, voilà. L'instant comme ça, où écouter les arbres, regarder les oiseaux, laisser la tête partir, être juste là et dire: «Waouh, j'ai de la chance». Voilà, donc ça, j'apprécie beaucoup. Mais je suis aussi, alors plutôt une extravertie, je suis plutôt quelqu'un qui aime partager, qui aime donner, qui aime recevoir. Donc oui, avoir, cette personne qui pourrait être là pour ça, bah, welcome, puis elle viendra, si elle a envie de venir. En tout cas, moi, je suis, on va dire, disposée, ouverte, mais pas impatiente ou j'ai des amis qui sont là: «Ah non, 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 moi je peux pas rester seule, c'est pas possible, non, non, mais tu te rends pas compte. Non, pas c'est pas un problème». Donc voilà, donc je suis juste, en attente. Mais aujourd'hui, tu as une vie sexuelle? C'est un manque ou Ah, alors aujourd'hui, je suis avec quelqu'un. Je connais quelqu'un, on se voit de temps en temps. Hem, c'est quelqu'un qui a du mal à me faire entrer dans sa vie apparemment, mais quand on se voit, on passe toujours de très, très bons moments, des discussions, voilà, il y a quelque chose de très simple, de très facile, hem, très complice aussi. Voilà, donc c'est très agréable. C'est pas suffisant, mais c'est très agréable. mmh Donc peut-être que ça peut se transformer aussi. Enfin bon voilà, il y a plus d'urgence. Enfin, il y a à la fois une échéance de temps qui se raccourcit terriblement et en même temps, il y a aucune urgence. Tu as besoin de personne pour être heureuse aujourd'hui? Non. Enfin, je suis plutôt un animal social, donc j'ai besoin des autres forcément. Mais non, mon bonheur ne dépend pas des autres. Non, non, Ça a toujours été comme ça ou c'est quelque chose que tu as construit? ah non, c'est quelque chose que j'ai construit. Non, des ça n'a pas toujours été aussi simple. Non, non, ça n'a pas toujours été aussi simple. Non, non, mais on parlait des choses qu'on avait lâchées, c'est-à-dire, les attentes, la représentation, les images idéalisées, la responsabilité familiale, tu seras médecin mon fils, enfin bon voilà, j'avais pas ce poids-là sur mes épaules, mais enfin il y avait quand même un certain nombre d'obligations, qui ne m'appartenaient pas, enfin voilà, tout ça c'est voilà, j'ai fait le ménage, je m'en suis débarrassée. Ça prend combien de temps? Ça prend une vie. Est-ce que tu as le sentiment que tu aurais pu aller plus vite? Ou non, en fait? Quand j'ai eu mon bac, j'avais le choix entre, prépa HEC et psycho. J'ai choisi psycho parce que en fait, personne n'avait fait d'études chez moi, je savais pas à quoi ça servait la prépa HEC. Hem, voilà, j'aurais pu faire prépa HEC, je pense que j'aurais réussi une école de commerce sans problème, surtout à l'époque, et j'aurais été dans un cursus radicalement différent.
j'ai absolument aucun regret des choix que j'ai faits, des choses que j'ai vécues, qui ont parfois été extrêmement douloureuses, difficiles, violentes. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'angoisse. Tu fais référence à quoi, la difficulté à être mère? Ah bah, il y a eu ça, il y a eu, enfin, de toute façon, j'étais quelqu'un d'assez angoissé, j'avais pas confiance en moi, je doutais tout le temps, voilà, j'avais des aspirations que j'arrivais pas à réaliser, j'avais très, très peur. J'étais quelqu'un qui avait vraiment peur de tout et heu et j'ai réussi à dépasser ça. Enfin, à dépasser, non, j'ai réussi à accepter ce que j'étais sur un certain nombre de points et donc aussi à lâcher mes peurs, à lâcher mes doutes, à accepter que j'étais pas forcément telle qu'on m'avait imaginée ou telle que je m'étais imaginée ou telle que j'aurais dû être. J'ai lâché, on va dire, le côté devoir, projection, obligation, voilà. Bon, je reste quelqu'un de social et très très gentil et très respectueux. Heu, non, j'ai lâché, oui, petit à petit. J'ai accepté. J'ai accepté d'être moi. J'ai accepté, on va dire, les 2 parts parce que quand on est soi, il y a une part de lumière, il y a forcément une part d'ombre. La part d'ombre, elle peut quelquefois blesser les autres, elle peut quelquefois, créer des situations compliquées ou complexes. Alors, quand je dis que j'ai accepté, non pas j'ai accepté que ça crée des problèmes, j'ai accepté d'en être consciente et de faire attention que ça arrive le moins souvent possible. Je ne suis pas en contrôle de tout. Je peux être maladroite, ça m'est encore arrivé cette semaine, croyant bien faire et voulant aider quelqu'un. Je lui ai fait un feedback, j'ai pas compris que c'était pas le moment et donc la personne l'a vécu de manière très douloureuse. Voilà, c'est mon côté, j'y vais, je dis, je veux partager et puis j'ai pas vu que en face c'était ni le moment, ni la façon de le faire, voilà et j'ai été très maladroite. Bon, mais en même temps, je vais pas m'excuser d'être qui je suis. Donc je vais essayer d'arrondir les choses et de faire comprendre que c'était, oui, très maladroit et que je ferai mieux attention, la prochaine fois aux signaux faibles, que j'avais pas vus. Voilà, donc voilà, c'est ça. C'est ça, accepter sa pardon. C'est accepter le fait que je me souviens, on me dit: «Tu te rends pas compte, dans ta façon de t'exprimer, tu es trop ci, tu es trop ça et tout» et on me demandait de changer mon mode de communication. Je dis: «Mais je vais pas changer qui je suis». Qu'on me demande d'être attentif parce que dans un groupe, dans une équipe, on va dire l'énergie que j'ai, le pouvoir que quand je dis pouvoir, c'est vraiment, ma présence. Enfin bon, je suis quelqu'un qui a de la présence, qui est plutôt charismatique, ça impressionne les gens, je peux le comprendre. Je n'en ai aucune utilisation pour détruire, abîmer, prendre le pouvoir sur les autres, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, ce qu'ils peuvent, eux, ressentir avec ce que je donne, j'en suis pas forcément responsable, ça c'est leur histoire. Néanmoins, je peux pas faire comme si les gens en face de moi n'existaient pas. Donc c'est important, on va dire plutôt, la modération, l'attention, l'écoute et j'ai envie de dire d'être, peut-être moins dans l'action pour moi et d'être plus dans ce que je parlais quand je suis toute seule, d'être dans la présence. Accueillir l'autre, parce que j'ai plus d'enjeu finalement, à montrer que je suis là. Accueillir, lui laisser une place et là, à ce moment-là, il pourra peut-être mieux m'entendre, comprendre et accepter aussi ce que je suis en train de dire et bon voilà, ça c'est un petit travail, qui s'est fait par, de la psychanalyse, de la thérapie, des constellations familiales, enfin bon, plein de choses pour mettre un peu plus de douceur et de rondeur. Il y a de plus en plus de coaching en entreprise aussi. Ça aide? Alors, chère madame, je me suis formée au coaching il y a 30 ans et je fais partie des gens qui ont créé la Société française de coaching. Alors, le coaching, ça aide en entreprise, hein, mais le coaching, c'est pas fait pour résoudre ses problèmes personnels. Le coaching, c'est pour révéler les compétences que l'on a, qu'on n'utilise peut-être pas à bon escient dans une situation professionnelle. Tout ce qui est, on va dire, de l'image de soi, du manque de confiance en soi, de la difficulté d'interagir avec certaines personnes, de sa colère, c'est de l'ordre du personnel. Et ça se soigne où ça? Alors, d'abord, je sais pas si c'est une maladie qui doit Je se sais pas si soigner. le mot soigner est très bien choisi. Ça
on va dire, pour intervenir sur ces sujets-là et les faire évoluer, il y a des thérapies. Alors, des thérapies qui peuvent être brèves, hein, on n'a pas besoin d'entrer en psychanalyse systématiquement. Il y a des lieux de parole, il y a des groupes de travail. Il y en a, ça peut être par la méditation, quelquefois aussi l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie gère des tensions dans le corps qui quelquefois créent des irritants et qui nous mettent en colère. Enfin, quand on arrive à travailler sur soi et sur son corps et puis accepter son corps, il y a plein de choses qu'on arrive à résoudre. Donc voilà. Et puis on a des amis aussi quelquefois qui sont des guides, qui sont voilà. La thérapie la psychothérapie n'est pas la solution pour tout le monde. Et la prise de conscience, pour moi, si on est, je vais prendre un exemple. Moi, je pouvais, parce que c'est moins le cas, je pouvais facilement être en colère. À partir du moment où je suis dans une réunion et que je dis, excusez-moi, je suis en colère, je vais exprimer des choses qui vont peut-être être dures. Ça veut dire que déjà, j'ai pris conscience que c'était pas forcément la bonne attitude à avoir. Et 2, je mets un warning pour les autres, pour qu'ils aient un filtre dans la façon dont je vais m'exprimer. Et rien que mettre ça, je dirais une sorte de protection, où je peux dire, en tout cas, s'autoriser à parler de ses émotions. Je suis désolée, là, ça me rend très triste. Ou je suis désolée, là, ça me touche beaucoup. Voilà. Avec un message en jeu. Oui, et c'est s'autoriser d'abord à être qui on est, à vivre cet instant peut-être très positivement ou très négativement, à mettre donc les warnings et à dire je vais m'exprimer, mais faites attention, c'est dans ce contexte-là. Rien que ça, voilà. On n'a pas fait de thérapie, on n'a pas fait quoi que ce soit, mais on a juste mis en place le niveau de protection nécessaire, parce que quand on dit à quelqu'un je suis désolée, je suis en colère, elle peut dire je suis pas à l'aise avec ta colère, je veux dire je comprends tout à fait, mais elle peut pas dire t'as pas le droit ou ton sentiment est faux. Parce que c'est oui, j'ai le droit d'être en colère. Puis en plus, je le dis pour que ça te choque pas. Je le dis pour que tu sois pas blessé, que ce soit pas compliqué pour toi. Et ça, c'est des choses qui, de ce fait, généralement, calment les tensions qui peuvent arriver dans une réunion Ok, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup pour cette heure passée ensemble, Anne. J'espère que ça pourra aider, servir. Tu t'es beaucoup livrée. Oui, tu as été très vraie et très juste dans ce que tu as dit. J'essaie d'être cohérente, entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je montre, parce que pour moi, on parlait du bonheur, on parlait de réalisation, voilà. C'est si j'ai une chose à transmettre à ma fille, c'est ça. Être soi, c'est tout un travail, c'est tout un chemin, mais alors, c'est aussi tout un cadeau. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je dis tous, mais c'est surtout toutes, puisque vous êtes une grande majorité de femmes à me suivre. Si vous souhaitez poursuivre l'expérience La Fin des Règles avec moi, vous pouvez vous connecter à mon compte Instagram La Fin des Règles, ou bien me suivre sur LinkedIn. Sachez que j'ai une newsletter sur Kessel et vous pouvez également vous abonner pour suivre la newsletter. N'hésitez pas à me laisser un message sur un des réseaux pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Un grand merci, à très vite.